Ils sont assis en face de vous à table, hochant la tête avec sympathie, tandis que vous partagez vos préoccupations les plus profondes. Ils offrent le conseil parfait, enveloppé de sourires compréhensifs et de douces assurances. Pourtant, quelque chose cloche, même si vous ne parvenez pas à dire exactement quoi. Cette sensation agitée dans votre estomac, ce murmure d'inquiétude que vous continuez de rejeter comme de la paranoïa, pourrait bien être le plus important avertissement que votre esprit vous donnera jamais. Le mal ne se révèle pas avec cornes et fourches. Il emprunte votre sourire, parle votre langue et porte le masque de tout ce en quoi vous pensiez pouvoir avoir confiance. Les prédateurs les plus dangereux parmi nous ont appris à se camoufler si parfaitement que leurs victimes les défendent souvent bien après que les dégâts sont irréversibles. Il y a 2000 ans, Marc Aurèle écrivait dans son journal personnel que nous devons être des gardiens vigilants de notre propre paix intérieure. Sénèque avertissait que certaines personnes nous vident de notre énergie comme des vampires, tandis qu'Épictète enseignait que notre liberté dépend entièrement de notre capacité à reconnaître et à résister à ceux qui chercheraient à nous contrôler. Ces philosophes antiques comprenaient quelque chose que nous avons oublié dans notre monde moderne. Le mal n'est pas rare, il est simplement bien déguisé. Aujourd'hui, nous allons démasquer ces déguisements. En nous appuyant sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, nous explorerons 10 signes d'alerte indubitables qui révèlent la véritable nature des personnes malveillantes. Plus importante encore, nous découvrirons comment nous prémunir contre leur influence sans devenir cyniques, ni perdre notre capacité à créer de véritables connexions. Les schémas que vous êtes sur le point d'apprendre ont détruit des mariages, brisé des amitiés, et fait douter d'innombrables personnes de leur propre santé mentale. Mais une fois que vous aurez identifié ces signes clairement, vous ne serez plus jamais vulnérable face à eux. Votre conscience devient votre armure, et vos limites deviennent votre forteresse. Le mal le plus insidieux commence par quelque chose qui semble merveilleux. Il débute par des louanges trop belles pour être honnêtes, par des compliments qui frappent exactement là où vous en avez le plus besoin, et par une attention qui ressemble à un rayon de soleil après un long hiver. C'est le piège en velours, conçu pour vous rendre dépendant. Ces individus vous ont étudié plus soigneusement que vous ne vous êtes jamais étudié vous-même. Ils remarquent le moment où un compliment vous illumine, lorsque vous baissez votre garde, lorsque vous commencez à faire confiance. Ils cataloguent chaque faille, comme un collectionneur rangeant ses spécimens précieux, dans l'attente du moment parfait pour s'en servir. Les louanges vous submergent par vagues, toujours au moment même où vous commencez à douter de vous, au juste instant où vous remettez en question leurs intentions. Ils vous couvrent de la validation dont vous ne saviez pas avoir besoin. Ils vous disent que vous êtes brillant quand vous vous sentez stupide, séduisant quand vous vous sentez invisible, compris quand vous vous sentez seul. Ce n'est pas de la gentillesse aléatoire, c'est de la manipulation calculée destinée à créer une dépendance psychologique. En privé, ils sèment le doute sur votre jugement pendant qu'ils célèbrent publiquement votre sagesse. Ils insinuent que vous êtes trop confiant, trop naïf, trop émotif pour gérer seul des situations complexes. Peu à peu, leur voix devient celle en laquelle vous avez le plus confiance, plus même que votre propre sagesse intérieure. Ils vous ont conditionné à rechercher leur approbation avant toute décision, à douter de vos instincts quand ceux-ci contredisent leurs conseils. Cette manipulation fonctionne parce qu'elle exploite un besoin humain fondamental de connexion et de reconnaissance. Nous voulons tous être vus, compris et appréciés. Au début, le manipulateur offre ses cadeaux gratuitement, créant un sentiment de dette et de dépendance. Une fois accro à leur approbation, ils commencent à la rationner, vous laissant constamment en manque. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. L'admiration sincère ne se construit pas avec des conditions. Les vrais amis célèbrent votre indépendance, pas votre dépendance envers eux. Ils vous encouragent à faire confiance à votre jugement, non à vous reposer sur le leur. Marc Aurèle enseignait que la véritable force vient de l'intérieur, non de la validation extérieure. Quand les louanges de quelqu'un vous font vous sentir diminué plutôt qu'agrandi, quand leur soutien vous oblige à douter de vous-même, vous n'avez pas affaire à un ami, vous avez affaire à un prédateur. Le piège en velours inclut également un charme si parfait qu'il semble presque surnaturel. Ces individus ont perfectionné l'art de devenir exactement ce dont vous avez besoin. Ils sont drôles quand vous avez besoin de rire, sérieux quand vous avez besoin de profondeur,
aventureux quand vous désirez de l'excitation. Il semble vous comprendre mieux que quiconque, finissant vos phrases et anticipant vos besoins avec une précision troublante. Ce charme surnaturel n'est pas de la magie, c'est de l'imitation. Ils ont appris à refléter votre propre énergie, créant l'illusion d'une compatibilité parfaite. Ils étudient votre façon de parler, vos centres d'intérêt, vos valeurs, puis se présentent comme le compagnon idéal. C'est l'équivalent psychologique d'un miroir, destiné à vous faire tomber amoureux de votre propre reflet. Le test du véritable charme est simple. Observez leur comportement quand rien ne leur rapporte. Voyez comment ils traitent les employés de service, comment ils réagissent face à ceux qui ne peuvent pas servir leurs intérêts, comment ils agissent quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Le charme authentique n'a pas d'interrupteur. Il ne nécessite pas de public ni de motif. Il existe simplement comme l'expression naturelle de quelqu'un qui prend réellement plaisir à se connecter aux autres. Sénèque écrivait que les actions révèlent le caractère plus clairement que les mots. Une personne vraiment charmante conserve sa chaleur et sa bienveillance même lorsqu'elle n'en retire aucun avantage. Elle ne réserve pas son meilleur comportement aux seules personnes susceptibles de l'aider. Son charme découle d'un intérêt véritable pour autrui, non d'un calcul d'intérêt personnel. Quand un charme paraît trop parfait, trop pratique, trop calibré pour vos besoins, faites confiance à cette sensation d'inconfort. Vos instincts essaient de vous alerter. Les prédateurs les plus dangereux sont souvent les plus séduisants, précisément parce qu'ils ont appris à utiliser l'attraction comme une arme. La réalité devient un champ de bataille quand vous affrontez quelqu'un qui traite la vérité comme une gêne. Ces individus ne se contentent pas de mentir occasionnellement. Ils ont construit des univers parallèles entiers, où ils sont toujours le héros, toujours la victime, jamais le méchant. Ils ne déforment pas seulement les faits, ils déforment votre perception même de la réalité. Leurs mensonges s'empilent en couches, de plus en plus élaborées. Tout commence par de petites incohérences que vous pouvez écarter comme des trous de mémoire ou un simple malentendu. Mais à mesure que vous prêtez plus d'attention, vous remarquez que leurs récits varient selon l'auditoire. Les détails changent, les chronologies se réarrangent, et ils sortent toujours grandis de l'histoire. Lorsque vous les confrontez à leurs contradictions, ils n'admettent pas l'erreur. Ils attaquent votre mémoire, votre compréhension, votre capacité à discerner la vérité. Ils insistent pour dire que vous avez mal entendu, mal compris ou mal retenu. Ils affirment ne jamais avoir tenu les propos que vous vous souvenez parfaitement avoir entendus. Ils vous traitent d'hypersensible, de trop littéral, de focaliser sur des détails insignifiants. C'est le gaslighting dans sa forme la plus pure, conçu pour vous faire douter de votre propre raison. Quand vous ne pouvez plus faire confiance à vos perceptions, vous devenez dépendant des leurs. Quand vous doutez de votre mémoire, vous en venez à accepter leur version des faits. Ils ne vous mentent pas seulement, ils vous entraînent à mentir à vous-même. Les manipulateurs de la réalité les plus habiles excellent aussi dans l'art du renvoi de la faute. Dans leurs récits, ils ne sont jamais responsables des résultats négatifs. Quand tout va mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, du mauvais timing ou de circonstances malheureuses. Ils présentent leurs échecs comme des sabotages, leurs erreurs comme des malentendus, leurs blessures comme des conséquences inévitables. Ils ont maîtrisé l'art des excuses élaborées. Chaque échec s'accompagne d'une explication complexe qui les disculpe tout en les faisant passer pour plus admirables face aux difficultés. Ils n'ont pas échoué, ils ont été sabotés, ils n'ont pas commis d'erreur, ils ont été incompris. Ils n'ont blessé personne, ils ont été contraints à l'impossible. Ce transfert de responsabilité remplit plusieurs fonctions. Ils protègent leur ego de la douleur de l'aveu de leur tort. Ils préservent leur image de personnes infaillibles. Surtout, ils vous entraînent à endosser la responsabilité de leurs échecs. S'ils ne sont jamais fautifs, quelqu'un doit l'être. Et peu à peu, ce quelqu'un devient vous. Épictète enseignait que la responsabilité personnelle est le fondement de la sagesse et de la croissance. Selon lui, nous devenons plus forts en reconnaissant nos erreurs et en tirant des leçons. Quand quelqu'un refuse systématiquement d'assumer ses actes, il ne cherche pas seulement à échapper à ses responsabilités. Il rejette la possibilité même de grandir. L'antidote à la déformation de la réalité est simple, mais exige de la discipline. Faites confiance à vos perceptions et documentez ce que vous observez. Conservez des traces de vos conversations. Sauvegardez vos messages.
Notez les incohérences. Les manipulateurs de la réalité s'appuient sur vos souvenirs faillibles et votre doute de vous-même. Lorsque vous disposez de preuves claires de ce qui s'est réellement passé, leur pouvoir sur votre perception s'effondre. Rappelez-vous que la vérité ne nécessite pas d'entretien constant. Les personnes honnêtes racontent toujours la même histoire parce qu'elles décrivent simplement ce qui s'est produit. Quand le récit de quelqu'un change sans cesse, que ses explications deviennent de plus en plus alambiquées, qu'il attaque votre capacité à percevoir la vérité au lieu de répondre aux faits, vous avez affaire à quelqu'un qui a choisi la fiction plutôt que la réalité. Peut-être le trait le plus glaçant des personnes véritablement malveillantes est leur incapacité totale à ressentir ce que vous ressentez. Ils peuvent observer vos émotions, les analyser, voire les prédire. Mais ils ne peuvent pas les partager. Votre joie ne représente rien pour eux, sinon un instrument qu'ils peuvent utiliser. Votre douleur est soit insignifiante, soit, pire encore, divertissante. Ce vide émotionnel se manifeste de 1000 manières subtiles. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle, ils répondent par une félicitation plate et creuse. Quand vous traversez une période difficile, ils offrent des solutions qui semblent bien intentionnées, mais qui, pour une raison inexplicable, manquent toujours leur but. Leur réconfort paraît mécanique, leur enthousiasme forcé, leur sollicitude jouée. Ils ont appris à imiter les réponses émotionnelles parce qu'ils savent que l'empathie est attendue dans les relations humaines. Ils connaissent les mots justes, les expressions faciales appropriées, le ton adéquat. Mais quelque chose sonne toujours faux, comme un acteur techniquement parfait, mais peu convaincant. L'aspect le plus troublant de leur vide émotionnel apparaît lorsqu'ils sont témoins de la souffrance. Alors que les personnes normales ressentent de l'inconfort face à la douleur d'autrui, ces individus ne ressentent rien, ou pire encore, éprouvent du plaisir. Ils ne célèbrent peut-être pas ouvertement votre malheur, mais vous percevez un léger éclair de satisfaction dans leur regard, un frémissement dans leur voix lorsqu'ils vous réconfortent. Ceci devient particulièrement évident lorsqu'ils manipulent vos vulnérabilités. Lorsque vous leur confiez quelque chose de profondément personnel, un secret qui vous a coûté un effort émotionnel, ils le gardent précieusement comme une munition. Plus tard, quand cela sert leur dessein, ils utilisent votre propre faiblesse contre vous. Le secret que vous leur avez confié devient une arme à double tranchant. Ils sont également incapables de célébrer sincèrement vos réussites. Votre succès ne suscite pas de joie en eux. Il déclenche une évaluation de menace. Dès que vous triomphez, ils calculent immédiatement comment ce succès affecte leur position. Ils ne peuvent pas simplement être heureux pour vous, car votre bonheur ne revêt aucune valeur à leurs yeux. Dans la conversation, tout ramène à eux. Ils peuvent bien vous demander comment vous allez, mais ils n'écoutent pas vraiment votre réponse. Ils attendent juste leur tour pour parler, cherchant l'occasion de ramener la discussion sur leurs propres expériences. Vos problèmes servent de tremplin à leur récit. Vos réussites sont des rappels de leurs propres exploits supérieurs. Marc Aurèle écrivait longuement sur l'interconnexion de l'expérience humaine. Il croyait que nous faisons tous partie d'un tout plus vaste, que la souffrance individuelle nous affaiblit collectivement et que la joie partagée nous élève tous. C'est pourquoi l'empathie est si naturelle pour la plupart des gens. Nous sommes programmés pour nous reconnaître dans l'expérience de l'autre. Quand quelqu'un est dépourvu de cette capacité fondamentale qu'est l'empathie, il lui manque un ingrédient essentiel de la nature humaine. Il peut fonctionner dans la société, voire y exceller, mais il ne peut pas établir de véritables liens. Il ne crée que des transactions, des arrangements et des dépendances. L'absence d'empathie se manifeste souvent sous la forme d'une schadenfreude masquée, la jouissance de la souffrance d'autrui. Ils ne rient peut-être pas de votre douleur, mais vous notez comment leur énergie change quand vous êtes en difficulté. Ils deviennent plus vifs, plus engagés, plus serviables d'une manière qui, paradoxalement, vous fait vous sentir encore plus mal. Ils sont aussi maîtres dans l'art de l'envie déguisée. Lorsqu'ils vous félicitent pour un succès, leurs louanges sont assaisonnées d'une subtile dose de venin. Ils saluent votre chance, tout en insinuant que vous ne la méritez pas. Ils célèbrent votre réussite en semant le doute sur sa pérennité. Ils soutiennent votre bonheur tout en sapant l'authenticité. Ce rapport dévoyé aux émotions d'autrui révèle une profonde pauvreté spirituelle. Incapables de ressentir la joie par le bonheur des autres, ils cherchent leur satisfaction dans la douleur d'autrui. Ils deviennent des vampires émotionnels, se nourrissant des sentiments qu'ils ne peuvent pas éprouver naturellement.
Le besoin de contrôle va au-delà d'une simple domination. Il s'agit de réécrire les lois fondamentales de la réalité pour se placer au centre de chaque histoire. Ces individus ne supportent pas un monde où ils ne seraient pas le personnage principal, où les événements se dérouleraient sans leur permission, où les autres décideraient par eux-mêmes. Leur besoin de contrôle commence de manière subtile, souvent sous le couvert de l'attention ou de la sollicitude. Ils donnent des conseils non sollicités sur votre apparence, vos relations, votre carrière. Ils suggèrent des améliorations à votre vie qui coïncident étrangement avec leurs préférences. Ils expriment des inquiétudes sur vos décisions, non par souci sincère de votre bien-être, mais parce qu'ils veulent être les architectes de vos choix. À mesure que leur influence croît, leur audace grandit. Ils commencent à prendre des décisions à votre place sans vous consulter, affirmant savoir ce qui est mieux pour vous. Ils réorganisent votre emploi du temps selon leurs besoins. Ils parlent en votre nom dans les situations sociales, interprétant vos propos et expliquant vos sentiments aux autres. Votre voix devient progressivement secondaire face à leur interprétation de ce que vous pensez réellement. Ce contrôle s'étend aussi à votre monde émotionnel. Ils vous disent quand vous devez être heureux, quand vous devez être contrarié, quand vos réactions sont appropriées ou excessives. Ils deviennent le thermostat de votre vie intérieure, réglant votre température émotionnelle selon leur confort. Vos réactions naturelles deviennent des problèmes à résoudre plutôt que des réponses légitimes. La forme la plus insidieuse de contrôle est l'érosion de votre confiance en votre capacité à décider. Ils accomplissent cela en remettant constamment en question votre jugement, en soulignant vos erreurs passées et en exacerbant les conséquences négatives potentielles de vos choix. Ils n'ont pas besoin de vous interdire de prendre des décisions. Ils vous entraînent à douter de votre propre compétence. Ils contrôlent aussi par des crises fabriquées de toutes pièces. Lorsque vous commencez à affirmer votre indépendance, des urgences surgissent soudainement qui nécessitent leur intervention. Lorsque vous planifiez des activités sans eux, des complications apparaissent qui réclament leur expertise. Dès que vous commencez à faire confiance à votre jugement, des situations se produisent qui semblent démontrer leur supériorité. Épictète enseignait que la liberté vient de la reconnaissance de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. Il estimait que nos pensées, nos choix et nos réactions nous appartiennent en propre, et qu'aucune force extérieure ne peut les nous enlever sans notre consentement. Quand quelqu'un s'efforce constamment de supplanter votre autonomie, il ne vous offre pas de l'aide. Il vous dérobe ce qui vous est le plus précieux, votre liberté d'être vous-même. Le contrôle qu'il cherche ne concerne pas vraiment votre personne, mais leur besoin désespéré de se sentir puissant dans un monde qui les fait souvent se sentir insignifiants. En dominant vos choix, ils créent l'illusion de leur importance et de leur influence. Votre soumission devient la preuve de leur supériorité. Votre dépendance, la démonstration de leur valeur. Une partie de leur stratégie de contrôle consiste à vous isoler de toute autre source de soutien et de perspective. Ils critiquent subtilement vos amis, soulignant leurs défauts et suggérant des motivations cachées. Ils sèment la discorde avec votre famille en partageant des informations partielles ou en exprimant des inquiétudes au sujet de leur influence sur vous. Ils œuvrent méthodiquement pour devenir votre unique source de conseils, de réconfort et de validation. Cette isolation remplit plusieurs fonctions. Elle élimine les points de vue qui pourraient contredire leur récit. Elle réduit votre accès à des personnes qui pourraient soutenir votre indépendance. Surtout, elle fait de leurs relations votre unique bouée de sauvetage social et émotionnel. Quand ils deviennent votre seul lien, vous risquez beaucoup moins de les perdre en affirmant votre autonomie. L'isolement peut sembler protecteur au début. Il vous persuade que vos amis ne vous comprennent pas comme eux, que votre famille est jalouse de votre réussite, que vos proches freinent votre potentiel. Ils se présentent comme vos seuls défenseurs, dans un monde plein de gens qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Mais l'isolement n'est jamais une protection. C'est une préparation à l'exploitation. Lorsque vous êtes coupé des autres sources de soutien et de perspective, vous devenez entièrement dépendant de leur version de la réalité. Leurs opinions deviennent les vôtres, leurs préférences deviennent les vôtres, leurs objectifs deviennent les vôtres. Vous vous perdez si progressivement que vous ne réalisez pas l'ampleur du piège avant qu'il ne soit presque trop tard. Marc Aurèle écrivait que l'être humain est par nature social, conçu pour travailler en commun pour le bien de tous. Il estimait que l'isolement nous affaiblit,
nous rendant vulnérables à nos propres pires pulsions et à la manipulation d'autrui. Quand quelqu'un vous isole méthodiquement de relations saines, il ne vous protège pas. Il prépare votre vulnérabilité. L'antidote à l'isolement est la culture consciente de relations diversifiées. Entretenez des liens avec ceux qui vous ont connu avant cette personne. Cherchez des amitiés où vous n'avez pas à jouer un rôle. Valorisez les relations qui encouragent votre indépendance plutôt que votre dépendance. Le trait le plus tragique chez les personnes malveillantes est leur incapacité totale à apprendre, à grandir ou à changer. Elles ont érigé autour d'elles de véritables forteresses psychologiques, bâties d'excuses, de justifications et de blâmes, qui les protègent de tout examen de conscience. Ces remparts les rendent imperméables à l'inconfort de l'auto-analyse. Confrontés à la preuve de leur comportement nocif, ils ne ressentent pas de remords, mais de la persécution. Face aux opportunités de croissance, ils ne voient pas de possible, mais des attaques contre leur caractère. Quand on leur offre le pardon assorti d'une condition de changement, ils n'éprouvent pas de reconnaissance, mais un sentiment de manipulation. Leur architecture psychologique entière est conçue pour empêcher toute prise de conscience salvatrice. Cette absence de remords véritable engendre un cycle de blessures répétées. Sans la capacité de se sentir coupables de leurs actes, ils n'ont aucune motivation interne pour changer. Sans pouvoir se remettre en question, ils sont incapables d'identifier les schémas qui conduisent à des comportements destructeurs. Ils sont prisonniers d'un cercle vicieux, blesser les autres, puis justifier leurs actions. Cette stagnation morale est peut-être l'aspect le plus désespéré de leur caractère. Tandis que la plupart des êtres humains évoluent naturellement avec l'expérience, apprennent de leurs erreurs et gagnent en sagesse et en compassion, ces individus restent figés dans une auto-justification perpétuelle, rejouant sans fin les mêmes schémas destructeurs, convaincus que le problème vient des autres. Sénèque écrivait abondamment sur l'importance de l'examen de conscience quotidien, encourageant chacun à revoir ses actions chaque soir et à identifier les points à améliorer. Il estimait que la vie sans introspection mène inévitablement à la décadence morale, et que le progrès personnel nécessite le courage d'affronter honnêtement nos propres faiblesses. Quand quelqu'un vous montre systématiquement qu'il est incapable de mener cet honnête examen de soi, croyez-le. Lorsqu'il démontre, encore et encore, qu'il ne prendra pas la responsabilité de ses actes, acceptez cette réalité. Quand il vous prouve à maintes reprises qu'il est incapable de remords sincères ou de changements significatifs, cessez d'espérer qu'il devienne quelqu'un qu'il n'est pas. Cela ne signifie pas renoncer à l'humanité ou sombrer dans le cynisme. La plupart des personnes peuvent apprendre, changer et s'améliorer lorsqu'elles en ont vraiment la volonté et l'opportunité. Mais certains ont choisi de se barricader si complètement qu'aucune influence extérieure ne peut percer leur défense. Votre énergie est précieuse. Mieux vaut la consacrer à des relations avec celles et ceux qui peuvent la recevoir et la réciproquer. La reconnaissance de ces schémas n'a pas pour but de vous rendre paranoïaque ni méfiant envers tout le monde. La majorité des gens sont fondamentalement bons, capables d'empathie, de croissance et de connexions authentiques. Mais comprendre ces signaux d'alerte vous protège de la minorité qui a choisi un autre chemin, celle qui voit les êtres humains comme des objets à utiliser plutôt que comme des âmes à respecter. Les philosophes stoïciens enseignaient que la prise de conscience est la première marche sur le chemin de la sagesse. Une fois que ces schémas vous sont apparus clairement, vous pouvez décider en toute connaissance de cause où investir votre temps, votre énergie et votre confiance. Vous pouvez établir des limites qui protègent votre paix sans refermer votre cœur à une connexion authentique. Vous pouvez conserver votre optimisme naturel tout en développant le discernement pour reconnaître qui n'est pas digne de votre vulnérabilité. Votre lumière, votre capacité à éprouver joie, amour et connexion authentique est précisément ce que ces individus craignent le plus. Ils ne peuvent pas créer de lumière eux-mêmes, alors ils cherchent à l'éteindre chez les autres. Ils ne peuvent pas ressentir le bonheur véritable, alors ils essaient de le voler à ceux qui le peuvent. Ils ne peuvent pas tisser de véritables liens, alors ils fabriquent des liens artificiels fondés sur la manipulation et le contrôle. Mais lorsque vous savez qui vous êtes, que vous faites confiance à vos perceptions, que vous maintenez des limites fortes et que vous cultivez des relations diversifiées, leur pouvoir sur vous s'efface. Ils ne peuvent manipuler que ceux qui doutent d'eux-mêmes. Ils ne peuvent contrôler que ceux qui sont isolés.
Ils ne peuvent nuire qu'à ceux qui n'ont pas appris à reconnaître leurs tactiques. Les anciens stoïciens comprenaient que la victoire ultime ne consiste pas à changer les autres, mais à devenir inébranlable soi-même. Quand vous êtes ancré dans vos propres valeurs, clair sur vos limites, entouré de gens qui se soucient vraiment de votre bien-être, les manipulateurs perdent leur capacité à vous nuire. Ils deviennent insignifiants dans votre quête de bonheur et incapables de perturber votre paix intérieure. Cet héritage de 2000 ans de sagesse philosophique vous appartient désormais. Ces enseignements ont protégé d'innombrables individus des dangers et les ont aidés à créer des vies pleines de sens et de connexion. Les schémas que vous avez découverts aujourd'hui sont intemporels, parce que la nature humaine l'est. Elle recèle à la fois le meilleur et le pire. Faites confiance à vos instincts quand quelque chose vous paraît anormal. Documentez vos observations quand la réalité semble se dérober autour de quelqu'un. Entretenez vos liens avec ceux qui soutiennent votre indépendance. Fixez des limites qui protègent votre énergie et votre autonomie. Surtout, ne tamisez jamais votre lumière pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Votre éclat n'est pas le problème, leur obscurité l'est. Le choix vous appartient toujours. Vivre dans la crainte de ces schémas ou vivre dans la sagesse qu'ils apportent. Devenir cynique et fermé ou devenir averti et ouvert. Laissez ces enseignements vous rendre suspicieux envers tous ou vous rendre confiant dans votre capacité à reconnaître et éviter ceux qui veulent vous nuire. Les stoïciens affirmaient que la connaissance inutilisée équivaut à la sagesse gaspillée. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et appliquez-le dans vos relations. Recherchez ces schémas, faites confiance à vos observations et agissez en conséquence. Votre futur vous remerciera pour les limites que vous poserez aujourd'hui, les connexions que vous protégerez et la lumière que vous n'aurez pas permis à quiconque d'éteindre. Dans un monde où le mal porte souvent un visage amical, votre vigilance devient votre meilleure défense. Dans une réalité où la manipulation se déguise en sollicitude, votre discernement devient votre compétence la plus précieuse. Dans les relations où certains cherchent à contrôler et d'autres souhaitent créer du lien, votre sagesse devient la boussole qui vous guide vers l'amour authentique et vous éloigne des faux semblants. Les philosophes de l'Antiquité avaient des raisons. La vie examinée vaut vraiment la peine d'être vécue, et celui qui se connaît ne peut être facilement trompé par les autres. Votre conscience vous rend plus fort, votre compréhension vous rend plus sage, et vos limites vous rendent libre. Protégez précieusement ces dons. Ils forment le socle d'une existence à la fois confiante et lucide. Mais la connaissance sans mise en pratique reste un simple divertissement intellectuel. Le véritable test survient quand vous rencontrez ces schémas dans votre quotidien, quand le charme de quelqu'un semble trop parfait, quand votre réalité se met à vaciller, quand votre indépendance s'effrite sous couvert de sollicitude. C'est alors que votre capacité à identifier ces signaux fera la différence entre liberté et captivité. Souvenez-vous que le mal ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Il s'infiltre dans votre vie comme l'eau à travers de minuscules fissures, lentement et sûrement, jusqu'au jour où vous vous retrouvez submergé par la manipulation et le contrôle. La personne qui semblait votre plus grand soutien devient votre plus grand saboteur. La relation qui paraissait vous sauver se mue en prison. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la vigilance quotidienne. Pas une méfiance paranoïaque, mais une conscience attentive des schémas qui nous entourent. Ils savaient que nos défenses psychologiques, à l'instar de nos muscles, exigent un entraînement régulier pour rester fortes. Dès que nous devenons complaisants, dès que nous cessons de prêter attention aux signaux subtils de notre intuition, nous exposons nos failles à ceux qui veulent exploiter notre ouverture. Le chemin de l'autoprotection ne consiste pas à devenir dur et méfiant. Il s'agit de cultiver une vulnérabilité sélective, ouvrir votre cœur à ceux qui en ont mérité le droit, tout en maintenant des limites saines avec les autres. Il s'agit de distinguer la connexion authentique de la manipulation sophistiquée, le soin véritable de l'emprise calculée. Chaque jour offre l'occasion d'exercer ces principes. Quand on vous fait des louanges trop ciblées, trop précieuses, trop parfaitement ajustées à vos insécurités, prenez le temps d'examiner les motivations sous-jacentes. Quand la réalité semble se dérober autour de certaines personnes, quand votre mémoire est constamment remise en cause et vos perceptions écartées, préférez vos instincts à leurs explications.
Quand quelqu'un refuse systématiquement d'assumer la responsabilité de ses actes, tout en vous demandant de porter la leur, reconnaissez le schéma et agissez en conséquence. Le pouvoir de changer votre vie ne réside pas dans la transformation des autres. C'est une mission impossible face à l'inébranlable, mais dans votre façon de leur répondre. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à éprouver de l'empathie, mais vous pouvez cesser de l'attendre de sa part. Vous ne pouvez pas le forcer à dire la vérité, mais vous pouvez arrêter de croire à ses mensonges. Vous ne pouvez pas lui imposer le respect de vos limites, mais vous pouvez poser des limites fermes et en appliquer les conséquences. Cette sagesse dépasse la simple protection personnelle. Elle vous habilite à créer des changements positifs dans le monde. Lorsque vous refusez de légitimer la manipulation, vous en stoppez la propagation. Lorsque vous modélisez des limites saines, vous autorisez les autres à établir les leurs. Lorsque vous choisissez des relations authentiques plutôt que pratiques, vous élevez la qualité de la connexion humaine autour de vous. Votre engagement envers ces principes rayonne au-delà de votre vie personnelle. Les enfants apprennent de votre exemple qu'ils n'ont pas à tolérer l'injustice. Vos amis puisent le courage dans vos limites pour définir les leurs. Les membres de votre famille comprennent qu'on peut maintenir l'amour tout en exigeant le respect. Les stoïciens croyaient que chacun a le devoir de contribuer au bien commun, de laisser le monde meilleur qu'il ne l'était. En refusant d'être diminué par ceux qui cherchent à drainer votre lumière, en préservant votre capacité à aimer et à vous connecter malgré les rencontres avec l'obscurité, vous devenez un phare pour d'autres qui peinent à trouver leur chemin. Ceci est peut-être la plus grande victoire sur le mal. Non seulement vous protégez votre intégrité, mais vous préservez aussi votre aptitude à aimer, à faire confiance et à nouer des liens authentiques avec ceux qui le méritent. Lorsque vous sortez indemne de vos rencontres avec des personnes malveillantes, le cœur intact, les limites fermes et votre lumière intacte, vous prouvez que le bien est plus puissant que le mal, que l'authenticité l'emporte sur la manipulation et que l'amour triomphe ultimement de la peur. Le choix qui s'offre à vous n'est pas de savoir si vous rencontrerez ces schémas, vous le ferez. Le choix est la mesure de votre préparation, la vitesse à laquelle vous les reconnaîtrez et l'efficacité avec laquelle vous protégerez vous-même et les autres de leur influence. Votre préparation aujourd'hui déterminera votre liberté demain. Votre vigilance actuelle deviendra votre force future. Vos limites établies maintenant façonneront votre paix à venir.